La dette est la seule invention humaine qui n'a pas besoin de publicité. Elle se vend d'elle-même. Pas besoin de vitrine, de slogan ni de campagne. Il suffit de la nécessité. Depuis les temps anciens, elle a servi à la fois de moteur et de chaîne pour les empires, d'outil d'expansion comme de soumission. Ce n'est donc pas un hasard si les premières traces écrites que nous avons retrouvées sur des tablettes d'argile mésopotamienne sont des registres de prêts, bien avant les poèmes ou les textes religieux. Avant même que la monnaie n'existe, la dette était déjà là. Elle représente, en quelque sorte, le tout premier contrat social formalisé. Grâce à elle, des rois ont pu lever des armées sans disposer de trésors immédiats. Des marchands ont développé leurs affaires au-delà de leurs moyens réels. Et les gouvernements modernes ont financé aussi bien des hôpitaux que des guerres. La dette n'a pas été qu'un outil. Elle est devenue le commerce le plus lucratif de tous. Non pas parce qu'elle crée de la richesse tangible, mais parce qu'elle garantit la soumission, le contrôle et la permanence du pouvoir. En Mésopotamie, autour de l'an 3000 avant notre ère, l'Oxé ont pratiqué déjà des prêts avec intérêt, que ce soit en céréales ou en métaux précieux. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette époque, ce n'est pas le prêt en soi, mais la pratique régulière de son annulation. Les souverains proclamaient des remises générales de dettes, appelées jubilés, qui libéraient les débiteurs de leurs charges devenues insupportables. Il ne s'agissait pas de générosité, mais d'une stratégie de survie politique. Si trop de gens sombraient dans le désespoir de dettes impayables, le risque de révolte grandissait et l'ordre établi vacillait. Le pardon était une soupape de sécurité sociale. Mais la relation entre dette et pouvoir s'est transformée radicalement quand les gouvernants ont compris que la dette n'était pas un danger, mais un instrument de domination. Dans le monde antique, Rome a su maîtriser cette logique avec brio. Le Sénat et les élites patriciennes utilisaient les prêts non seulement pour financer des campagnes, mais aussi pour maintenir des provinces entières sous dépendance. Les gouverneurs provinciaux, lourdement endettés pour gérer des territoires qu'ils ne possédaient pas, restaient à jamais liés à leurs créanciers romains. Ainsi, leurs décisions ne répondaient plus aux besoins locaux, mais aux intérêts du cœur de l'Empire. Le véritable tournant s'est produit entre le Moyen Âge et l'époque moderne, quand les monarchies ont compris qu'elles pouvaient hypothéquer non seulement leur trésor, mais aussi l'avenir de leur peuple. Charles Quint, qui régnait sur l'un des empires les plus vastes de l'histoire, a eu recours à des banquiers comme les Fugueurs pour financer ses campagnes militaires. En échange, il offrait des privilèges, des concessions et des richesses futures. Mais ni l'or ni l'argent du Nouveau Monde ne suffisaient à couvrir les intérêts. L'Espagne, puissance dominante du XVIe siècle, ne s'est pas effondrée par manque de ressources, mais pour avoir cédé à un système qui la vidait de l'intérieur. Avec le temps, les banquiers ont compris que la dette était plus précieuse que n'importe quelle marchandise. Celui qui commerçait des épices devait attendre des mois pour voir un bénéfice. Celui qui prêtait de l'argent commençait à gagner dès le premier jour. Et plus étonnant encore, son produit pouvait être multiplié à l'infini. Il suffisait d'inscrire un chiffre et de promettre un remboursement. Plus besoin d'or, de terre, ni de biens physiques. Ce qu'il fallait, c'était un débiteur prêt à signer. Et si ce débiteur faisait défaut, il suffisait de le dépouiller de tout ce qu'il possédait. Une équation qui favorisait presque toujours le créancier. Encore plus frappante fut la transformation de la dette qui passa d'un accord entre deux personnes à la pierre angulaire de l'État moderne.
Même les révolutions promettant justice et égalité, comme la Révolution française, finirent par contracter des dettes massives pour soutenir leurs armées. Le Royaume-Uni, face à Napoléon, n'aurait pas résisté sans un outil crucial, l'émission de dettes publiques. Les obligations de l'État devinrent des instruments financiers prisés, achetés par des investisseurs qui prospéraient pendant que la guerre faisait rage. Le sang versé sur les champs de bataille se transformait en intérêts perçus à temps à Londres. En suivant cette logique, on voit que les grandes puissances modernes ne se sont pas construites uniquement grâce à leurs forces militaires ou à leur économie, mais surtout grâce à leur capacité à s'endetter massivement. La dette a permis d'amplifier la portée des décisions politiques et militaires. Mais ce pouvoir avait un coût. Des générations entières promises à rembourser des dettes qu'elles n'avaient jamais choisies. Car l'histoire nous l'enseigne, la dette profite toujours plus au prêteur qu'à l'emprunteur. Et c'est là que réside le piège. Ce qui au départ était un arrangement ponctuel, un pacte entre un paysan et un temple, s'est transformé en fondement du système financier mondial. Le problème n'est pas seulement que la dette soit omniprésente, c'est qu'elle a été légitimée comme une norme de la vie économique. La question que peu osent poser est: comment la dette est-elle devenue la règle et non l'exception? La réponse se trouve dans l'évolution délibérée des institutions financières. À la Renaissance, des cités-États comme Florence, Gênes ou Venise ont mis au point un modèle raffiné où la dette n'était pas seulement utile, mais désirable. Elle devint un produit de consommation de masse. Les Médicis, par exemple, ne finançaient pas que des expéditions ou du commerce. Ils prêtaient aussi au pape et à des rois, devenant ainsi des acteurs politiques de premier plan. Si un pape était endetté envers une banque florentine, ses décisions spirituelles étaient conditionnées par des engagements financiers. Le pouvoir religieux se retrouvait subordonné au pouvoir économique. Lorsque l'Angleterre s'est affirmée comme puissance mondiale au XVIIe et XVIIIe siècle, elle a compris que son vrai pouvoir ne résidait pas dans sa marine, mais dans sa dette. En 1694, la création de la Banque d'Angleterre avait pour but d'émettre de la dette publique afin de financer la guerre contre la France. Pour la première fois, l'État instaurait un système structuré de prêts garantis par des recettes fiscales futures. En d'autres termes, les impôts du peuple garantissaient le remboursement du capital emprunté. Le citoyen ordinaire n'avait pas été consulté, mais sa contribution devenait une garantie. Sans le savoir, les poches du peuple soutenaient là les intérêts des créanciers. Ce qui est le plus troublant, c'est la rapidité avec laquelle cette logique s'est diffusée. Le marché obligataire est devenu l'endroit où les riches investissaient littéralement dans la misère future des contribuables, prêter à l'État, encaisser des intérêts garantis par la fiscalité, puis revendre cette dette comme un produit de luxe. Voilà le nouveau modèle. La dette n'était plus une relation entre débiteurs et créanciers, mais un marché autonome. Et plus les conflits se multipliaient, plus ce marché devenait rentable. En avançant vers le XXe siècle, la Première Guerre mondiale a prouvé que le pouvoir de la dette avait atteint une dimension planétaire. Les États-Unis, d'abord neutres, ont fini par financer les Alliés grâce à des prêts massifs. À la fin du conflit, une grande partie de l'Europe était endettée envers les banques américaines. La dette avait redessiné la carte du pouvoir mondial. Peu après, la Grande Dépression a apporté une autre leçon. Mal maîtrisée, la dette pouvait faire sombrer des économies entières. L'Allemagne,
étranglé par les réparations imposées par le traité de Versailles, a subi une hyperinflation terrible en 1923. Les billets perdaient tellement de valeur que les gens les transportaient en brouette pour acheter du pain. Cette misère a nourri le désespoir social, l'instabilité politique et a préparé le terrain pour l'arrivée d'Hitler. La dette, plus qu'un simple outil financier, avait orienté le cours de l'histoire. Mais le système ne s'est pas arrêté là. Après la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs, menés par les États-Unis, ont établi un nouvel ordre financier mondial. Le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale ont été créés. Officiellement, leur mission était de stabiliser les économies et de favoriser le développement. En réalité, elles sont devenues des usines à dette pour le monde en développement. Les pays nouvellement indépendants, avec des structures fragiles, se sont tournés vers ces institutions pour financer leurs routes, leurs écoles ou leurs hôpitaux. Mais en contrepart. Au cours du dernier siècle, de nombreuses nations d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie ont été intégrées au système financier mondial sous la promesse de développement et de modernisation. Mais au lieu de progrès, ce qu'elles ont reçu, ce sont des crédits assortis de conditions strictes. Chaque prêt exigeait des réformes, privatiser les services publics, libéraliser le commerce et réduire les dépenses de l'État. Ces mesures ne généraient pas une croissance durable, mais une dépendance chronique. Les pays finissaient par emprunter à nouveau pour payer les intérêts des emprunts précédents, pris dans une roue qui tournait sans fin. Pendant ce temps, leur peuple subissait les effets concrets: inflation, chômage, perte de droits sociaux. Un cas emblématique fut celui du Mexique en 1982, lorsqu'il annonça qu'il ne pourrait plus honorer ses engagements de dette extérieure. Ce ne fut pas seulement un effondrement économique, mais une déclaration universelle que le système était conçu pour avantager quelques-uns aux dépens de beaucoup. Dès ce moment, la crise de la dette se répandit comme un feu en Amérique latine, laissant des nations entières au bord du gouffre et sans marge de manœuvre. Les renégociations ne résolvaient rien. Elles n'étaient que de nouvelles chaînes déguisées en aide. Ce qui rend la dette l'affaire la plus rentable de la planète n'est pas simplement le volume d'argent qu'elle mobilise, mais le cadre mental qu'elle impose. Car s'endetter n'a pas seulement une portée économique, cela installe des rapports de pouvoir. À l'échelle individuelle, des millions de personnes vivent sous le poids des prêts étudiants, des hypothèques et des cartes de crédit. À l'échelle nationale, des gouvernements entiers cèdent leur souveraineté à des institutions étrangères. Et à l'échelle mondiale, le flux de capitaux converge toujours vers les mêmes acteurs: banques, fonds d'investissement, élites financières. Voici la véritable paradoxe. Contrairement aux autres biens qui ont un cycle de vie, la dette est éternelle. Elle s'allonge, se transforme, se renouvelle. On a l'impression de payer, mais en réalité, on n'en finit jamais. Chaque versement personnel appelle un nouveau besoin. Chaque obligation d'État remboursée est remplacée par une nouvelle émission. Et dans ce processus sans fin, les prêteurs accumulent la richesse sans produire quoi que ce soit. La dette se réinvente elle-même. Et c'est là le secret de sa rentabilité perpétuelle. Le XXIe siècle n'a fait que confirmer cette logique. La crise financière mondiale de 2008 fut en essence une crise de la dette. Des hypothèques emballées comme actifs sûrs finirent par s'effondrer. Lorsque tout s'est écroulé, les États n'ont pas sauvé les citoyens, mais les banques, avec davantage de dettes publiques. Le résultat fut toujours le même. Les citoyens ordinaires ont dû payer la facture.
Le système s'est reconstruit sur les mêmes fondations, comme si rien ne s'était passé. Car aujourd'hui, la dette n'est plus une anomalie. Elle est l'oxygène de l'économie moderne. Alors s'impose la question fondamentale. Pourquoi continuons-nous à accepter cette structure comme inévitable? L'endettement est devenu si banal qu'on ne le remet même plus en question. Avoir une hypothèque sur 30 ans semble normal. Assumer des prêts étudiants qui se règlent sur des décennies ne suscite plus d'alarme. Des gouvernements qui vivent en déficit sont devenus la norme. Mais si on réfléchit un instant, le tableau est inquiétant. Il s'agit de vendre l'avenir pour financer le présent, compromettant le bien-être de générations non encore nées. Aujourd'hui, les engagements financiers signés dans des bureaux lointains se transforment en charges pesant sur des personnes qui n'ont jamais participé à ces décisions. C'est une forme silencieuse de domination intergénérationnelle. La dette globale dépasse déjà 350 000 milliards de dollars, bien plus que ce que le monde produit en une année. En d'autres termes, la planète doit plus qu'elle ne produit. Voilà la preuve la plus claire que la dette n'est pas un moteur du développement. Elle nourrit un système qui se nourrit de lui-même. C'est l'affaire parfaite, jamais totalement remboursée, toujours renouvelable, générant des intérêts sans limite. Pour les créanciers, c'est un revenu constant sans effort. Pour les emprunteurs, c'est une contrainte persistante, un obstacle à l'indépendance économique et à la capacité de décision. Le plus ingénieux du système est la façon dont on nous le présente. On nous dit que le crédit personnel est liberté, que l'hypothèque est stabilité, que le prêt étudiant est investissement. On nous apprend à voir, en ce qui est souvent un piège, une opportunité. Au niveau étatique, la dette est promue comme outil pour financer les infrastructures, améliorer les services ou faire face aux urgences. Mais dans les petites lignes réside la réalité. Chaque dollar emprunté implique des années de paiement futur, une subordination à des politiques imposées et une perte d'autonomie. Ce qui importe, ce n'est pas tant le capital prêté que les intérêts continus. Peu importe que vous remboursiez, ce qui compte, c'est que vous continuiez à payer. L'histoire est éloquente. Tous les grands empires qui ont ignoré les limites de leurs dettes ont fini par tomber. Par exemple, l'Espagne a fait faillite à plusieurs reprises au XVIe siècle, même à l'âge de l'or et de l'argent venus d'Amérique. La France, avant sa révolution, était écrasée par des dettes que même des impôts extraordinaires ne pouvaient couvrir. L'Empire ottoman a été partiellement contrôlé par des organismes internationaux gérant sa dette au XIXe siècle. La dette n'est pas neutre. Elle décide qui commande et qui obéit. Aujourd'hui, nous vivons sous une forme plus subtile, mais tout aussi efficace, d'empire. Pas besoin d'armée. Il suffit de rapports d'agences de notation, de mouvements boursiers et de décisions d'institutions non élues. Le Corralito argentin de 2001 en est de la preuve. Lorsqu'un pays cessait de payer, le système gelait les comptes, limitait l'accès à l'argent des gens ordinaires et imposait des ajustements brutaux. Ce n'était pas une exception, mais un avertissement global. La dette se recouvre toujours, et les peuples restent le dernier garant. Mais au-delà de l'aspect économique, ce qui inquiète le plus, c'est l'effet psychologique. La dette nous conditionne à la soumission. Elle nous fait accepter la dépendance comme mode de vie normal. Posséder une maison hypothéquée devient un signe de réussite. Payer un prêt universitaire pendant des décennies est perçu comme un investissement en soi. Et quand les gouvernements annoncent plus de dettes, la population ne réagit presque pas. La dette est invisible, mais omniprésente.
Elle est une anesthésie sous couverture de progrès. Or, l'histoire enseigne aussi les formes de résistance. Les élites romaines investissaient dans la terre, non dans la monnaie, car elles savaient que la terre ne se dévalorise pas. Les communautés rurales médiévales utilisaient des systèmes d'épargne collective pour se protéger des usuriers. Aujourd'hui, la clé est de comprendre le fonctionnement du système. Il ne s'agit pas d'éviter tout crédit, mais de ne pas tomber dans le piège de la dette perpétuelle. Remettre en question la normalité de l'endettement est le premier pas vers la liberté financière. Ce jeu ne fonctionne que tant que tout le monde y participe, sans demander pourquoi. Et il y a une vérité incontournable. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle punit ceux qui ne la comprennent pas. Dans ce système, connaître les rouages de la dette vaut plus que l'argent lui-même. Investis dans ce qu'on ne peut jamais te retirer, ta compréhension du monde.